D'abord, j'aimerais vous souhaiter à toutes la bienvenue à cette première série de 3 webinaires organisés par Uni Global Union pour l'égalité. Lorsque vous ne parlez pas, vous mettez vos micros en silencieux, s'il vous plaît. C'est très important. La séance est également en streaming sur Facebook, mais uniquement en anglais. Pour ceux qui utilisent Zoom, vous pouvez utiliser l'interprétation en français, anglais, espagnol, arabe et hindi. Vous devez cliquer sur l'icône interprétation, trouver votre canal et choisir la langue qui vous intéresse, celle que vous souhaitez écouter. Si vous voulez l'arabe, c'est sur le canal russe et si vous voulez l'hindi, c'est sur le canal coréen. Et pour ceux qui nous suivent sur Zoom, vous pouvez poster vos questions dans le chat. Alors, nous sommes ici pour parler de la COVID-19 qui a eu un fort impact sur les travailleuses, des travailleuses qui sont déjà marginalisées en raison d'égalité, de discrimination, d'oppression, des femmes qui travaillent très souvent dans l'économie informelle, c'est la majorité d'entre elles dans le monde, et donc elles ont été absolument frappées en perdant le moyen de subsistance, en n'ayant aucun filet, aucun accès à certains services de soins et autres. Je suis Judy King, je suis directrice du département égalité de la Confédération britannique syndicale. Et c'est un grand honneur pour moi de modérer ce panel avec des participantes du Chili, d'Afrique du Sud, d'Espagne, d'Argentine, de Turquie. Alors, nous allons tout de suite commencer avec le premier orateur ou la première oratrice, Pina Luska, du syndicat turc dont l'interprète n'a pas saisi le nom. Alors, j'aimerais pouvoir récupérer mon écran, si vous me le permettez. Je dis ça aux organisateurs. Très bien, merci. Donc, Pina est la secrétaire relations internationales et directrice projet du comité femmes de son syndicat turc. Elle est également vice-présidente de la Confédération syndicale pour le comité des femmes et membre de la Confédération européenne syndicale. Elle est également membre de Industrial Global Union. Elle vient de Turquie. Pina, avant la pandémie de la COVID, l'industrie textile correspondait à 10% du PIB, du PNB et 10% de l'emploi total à peu près. Quel a été l'impact de la COVID-19 sur les fonctionnaires de l'État qui sont essentiellement des femmes? Bonjour, merci à la CSI et à Uni Global Union de m'avoir invité. Alors, je vais d'abord vous donner une vue d'ensemble de l'industrie textile. C'est une industrie, un secteur qui emploie plus de 2 millions de travailleuses dans le monde. La plupart sont des femmes. C'est un secteur qui est très ouvert à l'exportation. 50% des femmes travaillent dans des conditions précaires et font partie de l'économie informelle. Et l'impact de cette pandémie est considérable, y compris, je veux dire, dans la confection et dans toutes les chaînes d'approvisionnement en Turquie. C'est le 10 mars que le confinement a été annoncé. Les autorités ont fermé les grands magasins, les usines. Donc, toute la production a été suspendue, tout le monde a été mis en congé et le problème, ce sont ces travailleurs qui ne sont pas syndiqués ou qui n'ont pas de contrat de travail à proprement parler. Dans certains secteurs, il y avait déjà certains équipements de sécurité, mais pas partout, ce qui signifie que beaucoup sont tombés malades et certains sont morts. Beaucoup de femmes ont perdu leur emploi, leurs moyens de survie et dans certains cas, leur vie.
Il y a des conséquences, logistiques bien sûr, mais des conséquences environnementales, sociales, économiques. Les femmes sont déjà sous-payées, travaillent beaucoup plus et ce virus, pardon, n'a fait qu'ajouter à cette charge. Il y a également le travail à domicile, s'occuper des enfants, du foyer et ça, c'est un travail invisible qui ne cesse d'augmenter. Les travailleuses du secteur, mais les travailleuses informelles sont bien sûr des femmes, ce sont celles qui sont les plus touchées par la crise. Elles ont perdu leur emploi, leurs revenus, elles ne sont pas reconnues officiellement, donc elles n'ont accès à aucun plan gouvernemental et ce sont les plus vulnérables. Ce sont celles qui risquent de perdre leur emploi à l'avenir si les entreprises, si les usines modifient les vacations, modifient les forces de travail, les effectifs et décident de licencier. Nous avons fait une étude, nous avons demandé aux travailleurs quel était leur message. Leur crainte, c'est de perdre leur emploi, leur indépendance économique, leurs revenus, mais en même temps, les travailleurs ont peur de revenir au travail, de contracter le virus et de le transmettre à leurs enfants. Très souvent, il n'y a pas de régime de sécurité sociale. Donc voilà la situation des travailleurs du secteur de l'habillement et de la confection. Et à cela s'ajoutent les problèmes de violence domestique en période de confinement. Il est très difficile de faire preuve de solidarité et de soutien lorsque nous ne savons pas quels sont les cas, lorsque les cas sont Thank you, isolés et Pinar. And dispersés. later on, we'll hear back from Merci Pinar beaucoup, to how the Pinar. unions in Turkey Nous redonnerons la as parole well à Pinar tout managed à to l'heure pour savoir comment les galvanize syndicats the needs turcs of répondent à women cette in situation. Pour l'instant, c'est Chile. simplement And to talk la to vue d'ensemble. Caroline Nous allons voyager jusqu'au Espinosa, who's Chili Digital et donner America la for the parole à Working Carolina Team of Espinosa, Public Services qui International, est responsable de Public and is Services also International. co-chair of the Elle PSI est également Inter-American euh, Union Women's Group. coprésidente du Carolina comité is des also femmes de known l'ISP for pour implementing l'Amérique the du Sud. MOVE, which is a Et elle movement va nous of parler du women mouvement de seeking the femmes privatized model of pension funds qui to souhaite mettre en facilitate place un fair système de remission of pension semblable contributions au of système privé health qui existe. in Chile. So Carolina, can you describe for us a Caroline, est-ce que day vous in the life pouvez of nous a décrire healthcare worker un in jour dans la Turkey vie d'une at the femme qui really travaille dans la front lines santé, of this pandemic, donc ces beginning professionnels de in la santé qui sont en Chile première ligne de la and pandémie? Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue? Hola, muy buenos días, buenas tardes Bonjour, a todas, a todos, bonjour à a tous todos. Es un et à tremendo toutes. honor estar en este espacio C'est desde un très, très grand Chile. honneur pour moi Y bueno, d'être en ici esta avec coyuntura tan toutes ces particular, femmes primero dans cette mencionar que conjoncture la si particulière. J'aimerais Internacional de d'abord vous Servicios dire que Públicos l'International des agrupa services millones de publics servidoras y regroupe servidores plus de 20 de millions de profesionales fonctionnaires reconocidos dans le monde, y dans representa 60 pays, fuertemente et al sector représente de la le salud. secteur de la Un santé. sector que es C'est un femenino, secteur qui est con tanto en el essentiellement cuerpo de la féminin. mujer. La santé a le corps d'une El femme. 60% de las dotaciones de Entre mujeres 60 et en el 80 des mundo y professionnels de la además santé sont des el femmes sector de la economía et con nous condiciones de desigualdad subissons salarial les con difficultés du reste precariedad de y l'économie, c'est-à-dire la réduction de es salaire et un autres. sector que es muy C'est un estresante en secteur qui tiempos est normales. critique et qui est Ese stressant estrés en temps también normal. a la En temps de situación pandémie, le actual stress est acumulada plus por las élevé falencias encore, c'est-à-dire de que la l'on a mis au política jour de los toutes les servicios. Por lo tanto, défaillances estamos du muy système. estresadas. La Donc situación nous que viven sommes las dans mujeres une ya no situation de solamente es stress incroyable. C'est estresante un en lo stress doméstico, en lo multiplié par emocional, en lo 3 au relativo, travail, sino à la también maison et d'un point de tiene una vue carga muy fuerte. émotionnel. Et lorsque l'on a Por des una postes à otra, la responsabilité, situación ça compleja en que vive el rajoute une marco del sistema quatrième couche. neoliberal, la escasez crónica de On camas voit de dans ce ventiladores système en néolibéral toutes les défaillances, le manque de lits, de ventilateurs, de personnel, les journées de travail qui n'en finissent plus, le manque d'équipements de protection individuelle qui soumettent les travailleurs à des risques de maladie et de mort. Et on voit bien que c'est une contradiction alors qu'elles sont là pour sauver des vies. Et puis, il y a toutes les tâches domestiques qui ne sont pas rémunérées et qui font que les femmes sont absolument surchargées. Je pense au travail de garderie, l'éducation, sans compter la violence domestique. Et puis, la charge émotionnelle qui s'ajoute à cela.
Nous sommes face à une situation extrêmement dure. Les professionnels de la santé représentent à peu près 12% de la population affectée par la COVID. Cela signifie que nous vivons avec la peur au ventre, peur pour notre santé, peur d'être également un foyer de contagion pour les autres. Il faut que nous revenions chez nous après le travail, voir nos enfants, nos parents. Et nous avons subi des réactions stigmatisantes, voire discriminatrices de la part d'une partie de la population. C'est extrêmement triste et douloureux. Nous reconnaissons cependant qu'une partie de la population nous encourage, nous applaudit alors que nous sommes en première ligne de cette lutte, mais nous ne sommes ni des héroïnes ni des martyrs. Ce dont nous avons besoin, c'est des équipements de protection individuelle, des EPI. C'est ce dont nous avons besoin alors que l'on parle aujourd'hui de la nouvelle mortalité. Les services publics de santé doivent pouvoir disposer des ressources suffisantes pour respecter et protéger les droits humains comme le droit à la santé. Merci beaucoup. Une exposition extrêmement claire de la situation et de ce qu'est la vie pour une professionnelle du domaine de la santé avec les craintes, les défis, enfin tout ce à quoi vous devez faire face au quotidien. Bravo. Nous allons maintenant donner la parole à Carmen Brites de l'Argentine, qui travaille également dans le domaine de la santé. Elle est vice-présidente de la Fédération nationale des travailleuses domestiques et de l'UPECP, un syndicat argentin. On a beaucoup parlé du secteur des travailleuses domestiques qui a de fait été frappé de plein fouet par cette pandémie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement de quoi vous souffrez? Bonjour. Merci de m'avoir invité à participer à ce panel. Effectivement, je suis là pour parler du travail domestique et des travailleuses domestiques. C'est un secteur qui a pris de plein fouet cette crise. C'est déjà un secteur vulnérable en soi, compte tenu des situations de discrimination, compte tenu des situations de violence, la non-reconnaissance de ces travailleuses. C'est vrai dans notre pays et dans le monde entier. Beaucoup de nos travailleuses, travailleurs domestiques ne sont pas enregistrés, ne sont pas légalisés. Et tout cela n'a fait qu'aggraver la situation face à la COVID-19. Pourquoi? Eh bien, parce que nous ne sommes pas couverts par la protection sanitaire. Dans certains pays, cela nous conduit à lutter sur le champ des droits. Nous sommes également en première ligne, tout comme les professionnels de la santé. En Argentine, par exemple, et on parle beaucoup de celles qui prennent soin des personnes âgées, des adolescents et des enfants. Et il y a d'autres pays où il n'y a absolument pas de quarantaine prévue pour les travailleuses domestiques. Les travailleuses domestiques sont donc exposées à tout moment au virus. Beaucoup de camarades ici en Argentine travaillent alors qu'elles sont atteintes de la COVID-19 et je crois que c'est un petit peu la même chose ici et là dans le monde. En Équateur, vous le savez, ce n'est pas un pays qui est affilié à la fédération, mais c'est un pays frère d'Amérique centrale. Eh bien, à Guayaquil, de très nombreuses travailleuses domestiques sont atteintes de la COVID-19. Cela a conduit à des licenciements massifs ou à des comportements abusifs de la part des employeurs. Elles travaillent dans des lieux fermés. Elles font partie d'une catégorie de travailleurs qui n'est pas respectée. Elles sont transportées n'importe comment. Certaines d'entre elles ont tout simplement été mises à la porte sans autre forme de propos. Et donc, nous souffrons de cette situation. On voit également les travailleuses domestiques mexicaines, migrantes.
La question des bas salaires est aussi à souligner. Dans certains pays, il y a une quarantaine absolue, dans d'autres, la quarantaine est souple, mais quoi qu'il en soit, la réduction salariale est une réalité partout. Les employeurs disent qu'ils n'ont plus de revenus suffisants pour payer l'intégralité des salaires. D'autres arrivent en réalité à payer, mais ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens de le faire, mais ils ne le font pas. Et la situation est bien difficile. Sans compter que les protocoles et les recommandations ne sont pas respectés. Lorsqu'il s'agira de revenir au travail, de retourner à nos activités, il faudra voir comment nous allons faire face à toutes ces difficultés parce qu'il ne s'agira plus de la COVID-19, mais de tout le reste. Comment garantir que l'employeur donne l'équipement nécessaire aux travailleuses? Nous n'oublions pas qu'un employeur doit fournir à son employé l'équipement nécessaire, même s'il s'agit du travail à domicile. Nous voulons que ces recommandations soient respectées. Nous voulons que les deux se protègent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement pointer du doigt les travailleuses en disant c'est à vous d'assurer votre sécurité. L'employeur doit également veiller à cela, sans compter que l'employeur peut être source de transmission de la COVID à la travailleuse. Merci beaucoup, Carmen. Une fois de plus, une exposition extrêmement claire de la situation des femmes. Et effectivement, on doit rappeler aux employeurs qu'ils ont la responsabilité d'assurer la sécurité de leurs employés pendant la pandémie. Les employés se mettent eux-mêmes en situation de risque, mais les employeurs mettent également leurs travailleurs en situation de risque. Nous allons maintenant en Afrique du Sud. Je ne sais pas si Patricia Nyman est là. Elle vient du syndicat de la restauration. Elle est également présidente monde de Uniglobal Union Femmes et présidente de la section Afrique. Alors, je ne l'entends pas. Je ne crois pas qu'elle soit là. Je pense qu'elle a du mal à se connecter. Oui, visiblement, c'est ce qui se passe. Très bien. Bon, j'espère que Patricia pourra nous rejoindre tout à l'heure parce que j'aimerais vraiment avoir son point de vue. Alors, nous allons donner la parole à Patricia Alonso de l'AEF. Elle est responsable de l'AEF, elle est secrétaire du syndicat Allied en Argentine. Patricia, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'impact de cette crise sur les travailleuses dans votre secteur? Bonjour, camarades. Je suis très heureuse d'être parmi vous. L'impact de la COVID dans le monde du travail est très significatif. Et on voit bien qu'il y a vraiment de grandes inégalités dans cet impact, et en particulier à l'encontre des femmes. Nous avons 3 branches, l'hôtellerie, et comme vous le savez, tout ce qui relève du tourisme est en effondrement total, les frontières sont fermées. La plupart des contrats ont été reportés. Or, c'est un secteur où il y a une très forte représentation féminine puisque ce sont toutes les travailleuses du domaine de l'hôtellerie qui ne peuvent plus travailler et elles sont tout simplement
licenciés ou alors face à une réduction salariale importante ou alors mise en congé. Deuxièmement, nous avons la restauration, alimentation et boissons. Dans la majorité des pays, c'est un secteur qui rentre dans le cadre du travail essentiel. Et donc, la plupart des travailleurs sont au travail, mais il n'y a pas nécessairement des processus ou des programmes de sécurité, c'est-à-dire que l'on demande aux travailleurs d'aller travailler sans leur fournir l'équipement nécessaire. Donc, c'est très difficile. Et les femmes en subissent d'autant plus les effets qu'elles sont obligées de continuer à occuper leur poste de travail. Et euh, en tant que personne chargée d'apporter les soins, elles sont en contact avec des gens au quotidien, alors qu'en parallèle, elles sont licenciées. Et puis, il y a le troisième volet, c'est l'agriculture. Et là, il s'agit de 70% de travailleuses. La situation est particulièrement difficile dans ce secteur parce qu'il n'y a absolument pas de protocole de sécurité, il n'y a pas d'équipement de protection individuelle. Donc, tout cela a mis au jour les défaillances du système alimentaire mondial et en particulier la situation des femmes. On pense que le secteur agricole est un secteur qui a accès à la protection sociale, mais ce n'est pas le cas. Seuls 5% des travailleurs du secteur ont accès au régime de sécurité sociale. Donc, il faut absolument mettre en place un régime spécial pour ces travailleurs. Merci beaucoup, Patricia. C'est très bref, mais extrêmement clair. Vous avez vraiment mis en lumière les différentes caractéristiques de ce syndicat. Nous allons maintenant en Australie. Michelle Hofmeyer, vous travaillez au syndicat des transports. Vous êtes maintenant responsable du syndicat des dockers. Donc, c'est un docker, enfin, c'est un syndicat dominé par les hommes essentiellement. Jusqu'à présent, nous avons parlé des syndicats et surtout des secteurs où il y a une majorité de femmes. Qu'en est-il dans un secteur qui est dominé par les hommes? Est-ce qu'il y a encore des inégalités pour toutes les travailleuses? C'est très intéressant de voir quelle est la situation des femmes dans des secteurs dominés par la main-d'œuvre masculine. Il y a beaucoup d'inégalités dans les secteurs dominés par la main-d'œuvre masculine. Ce n'est pas nouveau, mais cette pandémie n'a fait qu'accentuer les choses. Il y a par exemple l'accès au travail sûr, le manque de représentation, l'impact des technologies et les violences fondées sur le genre, pour ne citer que quelques exemples. Les emplois font l'objet de ségrégation par genre, mais ça, ce n'est pas nouveau dans le domaine du transport. Mais il semble qu'aujourd'hui, il y ait vraiment un raisonnement derrière tout cela. Il y a quelques chauffeurs femmes, mais la plupart sont des hommes. Il y a des initiatives qui ont été prises pour que les femmes ne conduisent pas la nuit, par exemple. Mais bon, tout cela est franchement mis à mal à l'heure actuelle. Et comme les autres camarades l'ont dit, pardon, nous avons des difficultés. Par exemple, les femmes qui travaillent sur les navires n'ont pas réussi à obtenir des conditions plus favorables. De moins en moins de personnes prennent les transports et les transports publics. Nous savons que, par exemple, dans le cas de l'aviation, cela a entraîné des licenciements de masse qui se retrouvent maintenant devant les tribunaux.
Donc, nous voyons que dans le domaine des transports, le problème est généralisé. D'après le document de l'OIT sur l'impact de la COVID dans les transports, c'est surtout dans l'aviation que l'on voit les dégâts. Et les femmes font l'objet de discrimination. Le manque de représentation également dans le secteur des transports rend les choses très difficiles. On ne les entend pas. 97% des chauffeurs de camions sont des femmes. Et puis, il y a également la question des installations sanitaires. Ça, c'est plus criant que jamais. Les chauffeurs s'arrêtent dans des restaurants pour utiliser les toilettes, mais maintenant que les restaurants sont fermés, qu'en est-il? Il n'y a plus de lieu pour que ces travailleurs puissent se soulager. Alors, vous voyez, l'impact se fait sentir à plus d'un titre. Merci. Thank you, Michelle, and thank you again for Merci, drawing Michel. attention, of course, that there are some very real and specific Et même, challenges. merci d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a vraiment des défis très, très particuliers pour tous les travailleurs, mais en particulier pour les femmes dans un milieu très masculin, comme par exemple les équipements de protection, la violence fondée sur les genres, le harcèlement, enfin toutes ces questions qui semblent être beaucoup plus aiguës, beaucoup plus accentuées dans les secteurs dominés par le travail masculin. Nous allons maintenant aller à la Confédération internationale des journalistes, Maria Elisa Sampario, s'occupe de la section économique d'un journal. Elle est également à la tête d'un groupe de journalistes en Espagne. Elle est vice-présidente de GAMA, qui est une alliance mondiale des médias sur les genres. Maria Ángeles, l'IFG a publié il y a une semaine une enquête très intéressante sur l'impact de la COVID sur le secteur et en particulier sur les travailleuses du secteur. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus? Quel est l'impact majeur sur les journalistes femmes? Bonjour à tous. Bonjour, bonne nuit, je ne sais pas où vous êtes. La première chose que je dirais, c'est que notre fédération rassemble 600 000 journalistes dans 46 pays. Donc, nous avons une vision véritablement mondiale en cette époque de crise sanitaire. Et les journalistes sont, je crois, essentiels à l'heure actuelle. D'abord parce que nous sommes un service essentiel, mais parce qu'il faut faire la séparation entre les fausses informations et le reste. C'est important pour notre santé, pour l'économie, et c'est important pour ce qui viendra après. Notre tâche est donc très, très importante pour que la société puisse nous dire comment elle souhaite faire. Donc, notre fédération s'est inquiétée de la situation pour savoir quoi faire, parce qu'on parle beaucoup de journalisme de rue, mais il a été très difficile d'aller dans la rue. Certains journalistes ont été emprisonnés. On leur a coupé le sifflet, pour dire les choses clairement. L'enquête menée montre que les journalistes souffrent beaucoup plus d'anxiété et de stress que leurs collègues masculins. L'une des raisons les plus évidentes, c'est qu'en général, le travail est plus précaire. Des salaires moins élevés, des conditions moins favorables, et puis il y a également la vie familiale. Lorsque l'on est à la maison et que les enfants sont petits, c'est beaucoup plus difficile. Cette enquête a été réalisée du 26 au 28 avril. Nous avons reçu 1300 réponses de 47 pays, je crois. 3/4 de tous les journalistes font face à des restrictions. La liberté de presse est également mise à mal.
Et donc, la situation est semblable pour les hommes et pour les femmes, mais dans le cas des femmes, il y a un degré de stress supplémentaire. 85% des femmes essayent de couvrir toutes les questions qui sont liées à la COVID, mais seul un quart des femmes a subi une perte de revenus. Bon, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de femmes ont des emplois plus précaires et touchent déjà moins que les hommes. Il y a beaucoup de femmes dans cette profession, mais la plupart des postes à responsabilité sont occupés par les hommes. Cette enquête montre que beaucoup de femmes ont perdu leur emploi, mais et beaucoup plus de femmes que d'hommes. Pourquoi? Parce que très souvent, les hommes ont un meilleur emploi que les femmes. Mon expérience dans le journal où je suis, c'est que les femmes vivent la situation de façon beaucoup plus négative parce que les journées sont très longues. Elles doivent s'occuper de leurs enfants, de leurs parents et donc il y a beaucoup plus de stress. En général, en temps normal, elles avaient recours à certaines aides et là, elles ne peuvent pas faire appel à ces aides. Et tout cela est assez inquiétant en fait. Ce questionnaire a été fait à un moment clé de la crise et ça me semble très intéressant parce que cela met vraiment au jour cette notion de stress. On en parlait beaucoup de cette charge supplémentaire, mais nous n'avions pas de données et maintenant nous en avons. Merci beaucoup, Maria Angeles. Effectivement, on voit que les défis que rencontrent les femmes sont très, très semblables, que l'on travaille dans un secteur dominé par les femmes, que l'on soit freelance ou que l'on soit dans un secteur plus formel. Les défis semblent être les mêmes, mais amplifiés en fonction de la disponibilité des régimes de sécurité sociale, des services de santé mentale, etc., etc. Alors, malheureusement, nous n'avons pas pu établir un lien avec Patricia, mais Alejandra Stuck est là. Alejandra vient de Pancari, d'Argentine, et elle s'exprimera au nom de Uni Global Union également. Donc, Alejandra, allez-y. Merci, bonjour. Patricia n'a pas pu se connecter, donc moi, en tant que présidente de Uni Amérique, je vais la remplacer. Je représente Uni, un syndicat de plus de 185 affiliés représentant syndicaux, c'est-à-dire 20 millions d'affiliés, dont beaucoup sont des femmes. Ce qui se passe dans différents endroits du monde, c'est ce que l'on voit dans notre secteur. Nous avons des secteurs qui sont en première ligne, comme la santé, le commerce, la finance, la poste, l'entretien, la surveillance. Les travailleuses appartiennent à ces secteurs et souffrent donc de toutes les conditions précaires lorsque les employeurs ne mettent pas à leur disposition des équipements et des conditions particulières. Il suffit de penser aux infirmières qui sont vraiment en première ligne. Ici, à Uni, nous organisons des séminaires pour essayer de faire en sorte que les accords soient respectés. Nous travaillons dans 3 domaines essentiels. Nous travaillons au niveau du télétravail, au niveau du travail présentiel. Les travailleuses du télétravail, ce sont vraiment des travailleurs de 24 heures parce qu'il y a non seulement le travail pur, mais il y a également le travail au foyer, la famille. Et puis, nous devenons professeurs puisque la plupart des écoles sont fermées et cette charge nous revient
Nous devons nous occuper des enfants, des petits-enfants. Et très souvent, il n'y a pas de professeur à proximité. Donc, nous assumons également cette tâche. Il est très important que l'univers des travailleuses soit pris en compte, que leurs droits soient respectés. Je pense notamment au salaire, surtout pour le secteur de la santé, de l'entretien et de la sécurité, parce que c'est vrai qu'en réduisant l'horaire de travail, les salaires diminuent. Les grandes entreprises nous imposent des conditions. Et c'est pourquoi, au sein des syndicats, nous devons être vraiment mobilisés. Il faut absolument qu'il y ait une initiative à l'échelle mondiale pour montrer que les femmes sont unies, solidaires et qu'elles sont plus fortes que jamais. C'est très important. J'espère vous voir ces prochains jours pour les prochains séminaires. Merci. Merci, Alejandra, d'être intervenue comme ça à la dernière minute. Alors, avant de revenir à nos panélistes pour refaire un tour de table, nous allons faire une petite pause technique parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'interprétation. L'interprétation est disponible si vous cliquez sur l'icône globe sur votre écran et vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter. Lorsque vous voyez le russe, en réalité, c'est l'arabe. Et vous avez le coréen et en réalité, le coréen, c'est l'hindi. Donc, si vous voulez écouter l'hindi, il faut appuyer sur coréen. Si vous voulez l'arabe, il faut appuyer sur le russe. Vous pouvez également mettre votre micro sous silencieux si vous ne voulez pas entendre la voix de l'original et que vous ne souhaitez qu'écouter l'interprète. C'est tout. Mais nous recevons également des questions par le biais du chat. Alors, je vais demander aux panélistes d'essayer de répondre à ces questions lorsqu'elles prendront la parole. Il y a par exemple une question qui demande si les femmes sont couvertes par la protection sociale dans les divers pays. On parle de la Turquie, du Chili, de l'Australie. Donc, pendant cette pandémie, y a-t-il un système de sécurité sociale? Et une question qui s'adresse à Uni Global Union concernant cette protection dans le cas des coiffeurs, puisque c'est également une profession qui a souffert du confinement. Alors, je vais revenir à Pina de la Turquie. Quelle a été la réponse, Pinar, des syndicats, surtout dans le domaine de la confection? Nous savons que c'est un secteur particulièrement significatif, important pour la Turquie, peut-être le 6e secteur le plus important. Oui, la sécurité et la santé des travailleurs est notre toute première priorité et nous avons essayé de mettre en place des protocoles pour protéger les travailleurs. Certaines mesures ont été mises en place par les gouvernements avec l'accord des syndicats. Ce sont des mesures qui se sont appliquées pendant 3 mois, mais dans les endroits les plus organisés, le gouvernement essaie de mettre en place des régimes d'aide aux travailleurs pour assurer, par exemple, que 60% des salaires soient payés, au moins par le gouvernement. 60 à 70% sont couverts par des subventions à court terme. Et 160 € minimum seront payés par le gouvernement aux travailleurs qui se trouvent licenciés sans rémunération. Donc, ça me semble très important. C'est très important également que le gouvernement dialogue avec nous. Nous sommes dans un processus de dialogue social et nous essayons de faire en sorte que les droits des travailleurs soient protégés et respectés.
Il y a également plusieurs initiatives qui ont été prises. Nous avons travaillé dans le cadre d'un dialogue. Nous avons préparé un protocole très détaillé pour lutter contre l'impact de la COVID sur le lieu de travail. C'est un protocole qui est signé par les syndicats et les employeurs pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs ainsi que leurs droits. C'est un modèle très important pour assurer un modèle économique stable. Nos syndicats travaillent sur la mise en œuvre de 2 projets. D'abord, la réconciliation de la vie professionnelle et la vie privée et deuxièmement, l'élimination de la violence et du harcèlement à l'égard des femmes. Ces 2 projets sont directement concernés par la COVID-19 puisqu'il s'agit de conserver l'équilibre des femmes et de lutter contre la violence domestique. Nous allons continuer naturellement à œuvrer pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous avons mis en place un réseau de femmes avec la participation de tous les affiliés du secteur. Notre objectif est de parvenir à une égalité de genre. Ce réseau va poursuivre ses activités en s'intéressant à l'impact de la COVID sur les femmes. Par ailleurs, les femmes continuent à lutter pour le respect des conventions de l'OIT, de lutte contre le harcèlement, entre autres, et pour assurer un meilleur avenir pour toutes. Merci. Merci, c'est formidable de voir tout le travail qui est réalisé par les syndicats et au moins vous avez réussi à mettre en place un certain nombre de protections dans le cadre de la sécurité et santé des travailleurs, mais pas uniquement, et également pour la rémunération des travailleurs, pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie, d'améliorer leur situation dans le secteur de la confection. Alors, je reviens vers Carolina. Qu'en est-il? Comment est-ce que les services publics répondent aux besoins des femmes pendant cette pandémie? Quelles sont les mesures d'urgence? Nous savons que de nombreux services n'ont pas été disponibles. Alors, qu'en est-il? Effectivement, comme je le disais, cette pandémie a mis au jour les défaillances des systèmes. Il est évident que cette crise nous oblige à réfléchir à ce dont nous avons besoin en tant que société. Nous pensons que les les services publics sont absolument fondamentaux pour lutter contre le patriarcat et pour assurer l'égalité. Donc, le système de protection sont essentiels lorsqu'ils sont mis en place dans nos services. C'est très, très important pour l'autonomisation des jeunes femmes et des femmes. 1/7 de la population mondiale n'a pas accès à de l'eau potable. En Afrique subsaharienne, ce sont les femmes qui se chargent d'aller chercher l'eau pour leur famille. Les petites filles apprennent à aller chercher de l'eau pendant que les petits frères vont à l'école. Il en va de même dans le secteur de la santé. Il y a également les droits sexuels et de reproduction des femmes. C'est fondamental, c'est stratégique parce que ce sont vraiment les femmes qui utilisent les services publics le plus. Et dans ces situations de pandémie, ces services sont retardés avec un impact extrêmement négatif. Qu'est-ce qu'on peut dire Donc, de la il pandémie y a ce permanente de problème, la il y a violence la contre les femmes? violence à l'égard des C'est une femmes. situation Nous épouvantable savons et nous savons que que dans les cas la extrêmes, violence nous augmente devons dans ces cas de s'inquiéter pandémie et souffrir davantage. et il faut absolument que les services publics soient à l'œuvre pour protéger ces gens et pour lutter contre la violence contre les femmes. Donc, à l'ISP, nous sommes contre la privatisation des services publics. À chaque fois qu'un organisme international comme le FMI
promeut les alliances publiques-privées comme étant des outils pour financer des structures ou élargir des structures existantes, eh bien, nous nous y opposons parce qu'il s'agit simplement du transfert des petites ressources publiques vers des activités privées. Nous sommes absolument convaincus que cette crise sanitaire et économique dans laquelle le monde est plongé doit être dépassée, doit être résolue par une nouvelle formalité, une nouvelle normalité, pardon, qui luttera pour la justice fiscale, c'est-à-dire pour mettre fin à tous les mécanismes d'évasion fiscale, les paradis fiscaux. Il faut absolument que le patronat paye ses impôts pour que l'on puisse investir dans les services publics, les politiques publiques, des systèmes de protection sociale. C'est ce qui est le plus important pour l'égalité des genres et pour le respect de tous les droits de l'homme. Merci beaucoup, Carolina. Voilà un rappel du rôle vital des services publics pour ce qui est de la santé et des soins sur le plan social, mais aussi de l'accès à l'eau et à des services sanitaires appropriés. Cela nous montre toute l'importance qu'il y a à vraiment trouver le moyen de leur donner accès à ces services. Donc, cela va nous amener au troisième webinaire, à l'égalité des genres, à des publics services très forts, etc. Je reviens maintenant à Carmen de la Fédération internationale des travailleurs domestiques. Carmen, comment est-ce qu'ils répondent, réagissent à cette crise mondiale sur le plan de la santé? Je peux vous parler au nom de mon syndicat, et au nom de l'Argentine, mais aussi au nom des travailleuses dont je fais partie dans les foyers et les travailleuses domestiques. Nous avons plusieurs groupes et syndicats qui travaillent pour tout ce qui concerne les fédérations et la réunion de tous les avis et tous les rapports sur cette situation dans le monde entier. D'autre part, il y a aussi un fonds solidaire qui concerne toutes les affiliés en Amérique latine et aux Caraïbes, par exemple. Il y a eu une aide solidaire reçue par toutes les fédérations. Il y a eu plusieurs actions menées à bien par nos camarades travailleuses qui souhaitent être protégées. Pour ce qui est de l'Argentine, on est en train de parvenir à inclure dans les inclure une subvention d'urgence qui s'appelle IFE. Ce sont 10 000 pesos uniquement pour les femmes qui travaillent dans les maisons privées, aussi bien sur le plan officiel que sur le plan de l'économie parallèle, qu'elles soient enregistrées ou non, en d'autres termes. Mais ce qui est aussi très important, c'est que les fédérations internationales, la Fédération internationale va inclure, grâce à tous ces apports venant de tous les pays, va inclure la sécurité sociale, les subventions. Et ce que nous avons réussi, par exemple, en République dominicaine, nous avons eu une réunion entre la Fédération internationale et les travailleurs domestiques en République dominicaine pour une subvention spécifique pour ces travailleuses aussi. C'est un échange d'expériences entre tous les pays qui va nous permettre vraiment de réaliser pour toutes et tous la marche en avant. Et cela va nous donner confiance et ça va nous donner de la force. Et nous vivons vraiment une situation extrêmement dramatique. Nous essayons d'inclure maintenant de plus en plus nos organisations syndicales, nos fédérations, nos pays. Et nous essayons de faire entendre les voix des travailleuses domestiques là où nous disons ici nous sommes des travailleurs, des travailleuses, nous ne sommes pas la famille, nous ne sommes pas invisibles cependant, nous sommes des travailleuses à
à titre complet et nous voulons être visibles et nous voulons que l'on tienne compte de nous. Donc, nous travaillons tout ensemble, en équipe, toutes les fédérations, pour inclure toutes les affiliées et pour reconnaître l'État comme agenda principal et également inclure ce qu'a réalisé la fédération maintenant. C'était très important pendant la pandémie. Nous avons des contacts avec l'OIT pour la ratification des conventions pertinentes sur les travailleurs domestiques. C'est une convention historique, mais nous voulons avancer encore davantage. En Argentine, il se passe beaucoup de choses. Nous avons des réunions nombreuses avec la CGT, avec tous les espaces, y compris avec les députés nationaux, pour comprendre qu'en ce moment de pandémie, il faut que l'Argentine ratifie la Convention numéro 190. Pas seulement les femmes, tout le monde, parce qu'on a fait cette convention internationale, soi-disant au nom des femmes. Ce n'est pas vrai, c'est une convention qui concerne tout le monde, toutes les travailleuses et toute la société civile. Je vous remercie. Mais tout à fait. Merci beaucoup, Carmen. Merci de nous avoir rappelé cela et merci de nous avoir rappelé que nous avons vraiment ici deux instruments très importants, la 189 de l'OIT et celle qui nous donne la protection à nous, travailleurs dans les foyers, et la Convention 190 sur la violence dans les foyers. Il y a encore des questions qui sont en cours et je pense qu'il va falloir que nous les intégrions dans nos réflexions. Ayola nous a demandé s'il y avait des données pour les travailleurs et travailleuses qui ont été licenciés pendant cette pandémie. Je ne sais pas combien ils ou elles sont. Et beaucoup de gouvernements ont utilisé cette pandémie pour commettre des violations des droits de l'homme, d'ailleurs. Je demanderai à Patricia maintenant de la Commission d'Afrique du Sud pour les syndicats du catering et des travailleurs dans ce domaine. Je lui demande de venir et de prendre la parole. Patricia, je vous demande de reprendre la parole. On essaye de vous retrouver. Apparemment pas. J'espère que nous allons réussir à résoudre ce problème et que nous allons pouvoir ainsi parvenir à l'ensemble des questions. Je donne la parole à Patricia Alonso de l'IUF. Quelles sont les demandes des affiliés de l'IUF à propos des femmes travailleuses et quelles sont les actions de solidarité qui ont été menées à bien? Oui, merci beaucoup, chers camarades. En fait, ce sont des choses que nous avons faites petit à petit. Et nous avons travaillé beaucoup avec le secteur hôtelier. Dans beaucoup de secteurs, les syndicats ont établi des accords avec le gouvernement afin que l'on puisse respecter les salaires. Et par exemple, en France, on a réussi dans une entreprise à obtenir le demi-salaire pour les travailleurs, mais le demi-salaire, évidemment, n'est pas suffisant. Et nous avons aussi le fait que les camarades travaillent avec les secteurs de l'économie informelle pour mettre à disposition du savon, du liquide et du gel pour se laver les mains, notamment dans le secteur agricole et dans l'économie informelle. En Argentine aussi, d'ailleurs, le syndicat des travailleurs dans l'hôtellerie a élaboré un protocole et nous savons que c'est déjà dans le collimateur, c'est-à-dire toutes les mesures qui devront être prises dans ce domaine pour que nous puissions vraiment travailler ainsi. Mais je voudrais aussi souligner
que beaucoup de gouvernements sont en train de profiter de cette situation pour violer les droits de l'homme. Et ce n'est pas le cas de l'Argentine, qui a un État très fort. Et les syndicats sont constamment invités à participer aux décisions gouvernementales. En fait, nous avons un décret présidentiel qui interdit les licenciements et les suspensions pour cause de force majeure. Et c'est ce que veulent justement les entrepreneurs. Ils voulaient nous imposer cela. Cela nous a bien entendu interpellés en tant que syndicat et nous jouons un rôle absolument essentiel et très actif dans le monde pour pouvoir défendre les droits des travailleurs. Mais c'est quelque chose qui nous interpelle dans ce sens que nous devons construire et transformer une réalité et nous avons, si nous ne faisons pas quelque chose pour l'équité entre les genres, il va simplement y avoir une belle utopie de beaux discours politiquement corrects, très jolis, mais qui ne généreront absolument pas ce dont nous avons besoin pour transformer notre société. Tout ce que nous pourrons faire dépendra de tout ce que nous pouvons faire pour, à partir de maintenant, faire respecter notre travail. Et cela doit être fait pour dans toutes nos tâches. Nous devons toujours travailler pour l'égalité des genres. Ça, c'est bloqué. Le son, c'est bloqué. D'accord. Merci beaucoup, Patricia. Merci encore de nous rappeler que nous avons l'obligation de transformer aussi les choses par notre action, pas seulement faire de beaux discours. La liberté d'assembler aussi est un des droits fondamentaux et la meilleure réponse à cette pandémie a été celle qu'ont donnée les travailleurs qui ont été en mesure de venir à la table des négociations pour être protégés, pour assurer que nous soyons protégés des licenciements. Bon, nous savons qu'il y a beaucoup d'employeurs qui forcent leurs travailleurs et leurs travailleuses en particulier à revenir travailler sous peine de licenciement. Maintenant, nous revenons à Michel d'Australie, de l'ITF. Et l'une des autres questions qui a transpiré de tout cela, c'est que les travailleuses du secteur des transports routiers se sentent vraiment menacées et sont très angoissées parce que leur travail est menacé étant donné que les autobus ne circulent plus depuis la pandémie. Comment est-ce qu'on peut régler ce problème et quels sont les facteurs premiers que nous pouvons trouver pour répondre à cette pandémie? Merci, Julie. Merci beaucoup. Merci à toutes celles dont j'ai vu les messages. Oui, c'est cette insécurité pour les transports qui est vraiment la plus grande épreuve. Ce sont des temps très durs et ce que nous pouvons faire, tout simplement, c'est soutenir ces travailleuses au maximum en discutant avec les gouvernements et les employeurs pour que nous obtenions quelque chose, que nous obtenions leur écoute et des mesures. Si elles doivent être isolées ou mises en quarantaine, il faut qu'elles puissent tout de même obtenir une partie de leur salaire. Nos camarades femmes et hommes doivent être soutenus, mais c'est tellement difficile comme situation pour tout le monde. Et je voudrais revenir à la question qui a été posée à propos des gouvernements qui changent les rôles maintenant. Nous devons faire très attention. Nous avons un gouvernement très conservateur en Australie et nous essayons de maintenir les emplois. Mais qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps? Ils sont en train de comploter derrière notre dos, donc faisons très attention, soyons très méfiants et
vous savez que ce qu'on dit, la vie, c'est ce qui arrive alors que vous programmez autre chose. Mais donc, faisons très attention. D'autre part, réaction à la pandémie. Vous savez qu'il y a eu pas mal de réactions. On a dit qu'en Afrique de l'Ouest, les revenus des gens avaient été frappés par l'épidémie d'Ebola. Nous avons aussi vu ce qu'ils ont fait contre ce phénomène. Donc, et à cet égard, j'ajouterais qu'il est important d'assurer la visibilité des femmes. Il faut participer à la prise de décision en réaction au COVID-19 à tous les niveaux et les interventions doivent être faites à tous les niveaux aussi. Et il y a des industries comme le secteur des transports qui sont dominées par les hommes. Or, il faut dans ces industries améliorer le statut des femmes qui travaillent et il faut absolument que nous soyons fidèles aux objectifs. Les gouvernements ont une responsabilité essentielle lorsqu'il s'agit d'assurer l'économie. Les stimuli économiques doivent être assurés. La justice doit être saisie et les syndicats auront un rôle principal à jouer. Il faudra analyser en particulier les principes pour l'environnement et la société qu'ont adopté les différentes entreprises. C'est essentiel. L'UITP, je ne sais pas si j'ai raison, mais enfin, ça s'appelle le renforcement de l'égalité des chances pour les femmes dans les transports publics. Il y a là une bonne base pour réaliser l'égalité des chances pour les femmes. Et nous travaillons d'ailleurs avec les syndicats des transports pour assurer que l'expérience des femmes soit vraiment prise en compte et que des solutions soient adoptées. On nous a demandé comment nous nous organisions au cours de la pandémie. Eh bien, nous sommes ici à ce webinaire aujourd'hui et certains ont dit qu'à cause du lockdown, tout le monde est à la maison. Et tout d'un coup, quand vous téléphonez, tout le monde vous répond. C'est incroyable. Les gens ont envie de parler parce qu'ils sont confinés chez eux. Ils ne savent plus à qui parler. Donc, c'est plutôt bien. Bon, il y a une vraie chance, une vraie chance pour ajouter de la valeur au travail des femmes. Et il y a les livreurs, il y a les chauffeurs, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est quelque chose d'absolument vital. C'est une vraie chance pour nous. Et je vais terminer avec cela. Nous devons être à la table des négociations. Il ne faut jamais rien faire en silence. Il faut crier, il faut hurler, monter sur le toit, crier, dites ce que vous voulez. Il faut, dans les industries qui sont dominées par les hommes, continuer à dénoncer les injustices. Il faut donner une voix aux femmes. Il faut donner l'égalité des chances aux femmes. Et c'est ce que nous faisons quotidiennement avec nos alliés. Et nous faisons tout ce que nous pouvons aussi pour que la Convention sur la violence et le harcèlement au travail soit vraiment mieux connue et appliquée. Merci. Merci, Michel. Oui, crier, monter sur le toit, pas de décision sans les femmes. Il faut avoir ceci à cœur. Bon, chaque nuage, bien sûr, a son côté lumineux, mais en confinement, oui, nous avons le moyen de nous reconnecter de façon inconnue jusqu'ici. Et il est très important de le savoir. Donc, je reviens maintenant à la Fédération internationale des journalistes. Maria, comment est-ce que cette pandémie affecte ce que vous faites en tant que journaliste? Bon, l'impact a été évident. Et le problème que nous avons, c'est que, certes, je connais mieux la réalité en Espagne, mais en Espagne, les entreprises ont
présenter des règlements, des règlements pour l'emploi. On travaille à 50% et le salaire est diminué aussi. Mais les dossiers, je dois dire, sont traités de façon très différenciée. Et en cas de la femme, quand on travaille à 50%, c'est très joli. On nous dit, oui, tu es en vacances à moitié, mais on s'imagine bien que ce n'est pas du tout le cas. On a tout le travail en plus pendant ce temps. Les travailleuses et les travailleurs dans les différents domaines ont donc besoin d'un dialogue social qui est très important pour que nos dossiers soient vraiment traités, pris en compte. Et pour ce qui est de la presse écrite, en Espagne, on nous demande des aides qui n'existent pas dans d'autres pays. Au Danemark, en Allemagne et dans d'autres pays, c'est très important et c'est très délicat. Et nous avons eu des problèmes déjà dans ce cadre-là. Et c'est quelque chose de très, très important puisque dans les rédactions actuelles, nous sommes des femmes. Et nous sommes des femmes jeunes qui ont des enfants à charge et nous ne pouvons pas vraiment aller plus loin. Je suis membre du comité d'entreprise de mon journal et bien sûr, je sais que nous avons des camarades qui gagnent 1 000 € ou 2 000 € par mois et c'est malheureusement un salaire habituel en Espagne et je dois dire que c'est une chose qui est absolument primordiale. Il faut qu'on s'en préoccupe. Il ne faut pas que l'on saisisse, que les entrepreneurs et les employeurs saisissent l'occasion qui se présente grâce au Covid pour revenir en arrière sur tout ce que nous avions acquis. En Espagne, franchement, nous avons l'obligation d'avancer. Il y a déjà tellement de diminution des projets sur l'égalité des genres. C'est vraiment quelque chose qui est terrible. Merci beaucoup. Nous allons maintenant revenir à Alejandra. J'espère que vous êtes encore en stand-by. La question que nous vous posons, c'est une question qui est venue par le chat room. Quelles sont les pratiques optimales utilisées par les femmes pour pouvoir avancer aujourd'hui? Sur le plan international, nous travaillons pour transmettre des protocoles de protection pour l'hygiène et la santé aux travailleurs et aux employeurs. Et cela, c'est fondamental. Nous avons tout ce qui concerne le personnel, nous avons tout ce qui concerne les distances entre les travailleurs, entre les travailleuses, qui sont de 2,50 m. C'est cela que nous voulons vraiment obtenir. Et puis, il y a l'exigence, toutes les exigences d'hygiène qui ont été établies par l'OMS, et nous voulons, sur le plan mondial, utiliser tous les outils nécessaires et tous les outils possibles pour que cela soit pris en compte. Donc, ce sont des gens qui sont complètement vulnérables. Que nous devons aider. Et c'est cela dans tous les secteurs absolument.
que nous représentons. Nous demandons aussi que les cas de travail qui doit être fait en présence, nous demandons aussi que Carmen et Patricia soient vraiment écoutées, puisque pour la majorité des activités essentielles, nous devons absolument avancer de cette façon. Bien entendu, les centrales syndicales dans chaque syndicat sont concernées. Ce n'est pas très facile parce que ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire en présence, c'est quelque chose de tout à fait habituel. Nous faisons ce qu'il faut pour cette nouvelle technologie. Mais en tout cas, c'est une question qui n'est pas considérée et utilisée de manière aussi fondamentale. Ce qui est aussi très important, c'est le télétravail, surtout ce qui a été déjà exigé de la part des syndicats. La majorité, en effet, des travailleuses ne peut pas travailler si elles ne vont pas en personne. Or, on ne veut pas les payer, on ne veut pas leur payer quoi que ce soit. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement physiquement dangereux, mais aussi psychologiquement dangereux. Et c'est une activité qui est vraiment qu'il faut vraiment protéger. Je pense en particulier aux travailleuses qui sont chefs de famille, qui, dans nos pays et dans bien des pays du monde, ne sont toujours pas sortis de l'isolement. Les enfants non plus ne peuvent pas aller à l'école. Les écoles ne sont pas ouvertes. Donc, il y a des enfants mineurs de ces femmes, des enfants qui sont parfois très, très jeunes, qu'elles ne peuvent pas laisser tout seuls. Parce que, en plus, tout est fermé. Et les personnes âgées, c'est-à-dire les grands-parents, par exemple, ne peuvent pas venir garder les enfants parce qu'elles ne peuvent pas aller chez quelqu'un d'autre. C'est une réalité qui est complètement angoissante, totalement angoissante. C'est un cercle vicieux terrible. Et si nous ne les aidons pas, toutes ces femmes, si nous ne prenons pas conscience de cela dans nos syndicats, très sincèrement, je trouve que nous allons ajouter à la pandémie une maladie supplémentaire, celle de l'angoisse. Et ce qui concerne les dépenses pour le télétravail, il y a beaucoup de dépenses et cela est fondamental. Nous devons bien prendre conscience que les plus grands préjugés, les plus grands dommages viennent des dépenses fixes. Mais les dépenses fixes, les entreprises n'en font presque plus. Donc, avec l'activité qui a baissé, l'activité qui n'est plus là, ce sont toujours les mêmes qui gagnent. C'est l'entrepreneur, c'est l'entreprise, parce que c'est elle qui fait des économies. Les employés sont payés beaucoup moins ou pas du tout et doivent quand même payer les frais fixes. Donc, c'est quelque chose dont il faut tenir compte absolument. Et les gouvernements conservateurs, de droite, néolibéraux, ce sont eux qui doivent absolument avancer dans ce cadre-là. Oui, Alejandra, je suis désolée, je dois vous interrompre, mais je sais que nous n'avons que 15 minutes qui restent et nous devons être vraiment justes envers tout le monde et nous devons être en mesure d'avancer, n'est-ce pas?
Merci beaucoup, Alejandra. Fiona Fiona du Zimbabwe nous a souligné qu'il y a une augmentation de la violence contre les femmes et les conditions de lockdown deviennent de pire en pire pour les femmes. Et ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement le Zimbabwe, évidemment. C'est sûrement quelque chose que les autres membres du panel pourront nous raconter aussi. J'ai peut-être quelque chose de l'IUF ou de l'IDWF qui pourrait peut-être nous faire encore quelques remarques. Comment est-ce que l'interaction entre les genres et la migration a pu trouver son expression dans le secteur agricole? Voilà une question que je me pose. Quelle a été l'interaction entre le statut de migrante et le statut de femme ou de migrant et de genre? Oui, merci beaucoup, Chérie. Nous sommes en train d'observer avec beaucoup d'inquiétude le problème migratoire qui existe et en particulier pour les personnes qui, pendant les récoltes, ont été obligées de migrer vers les différents secteurs puisque la frontière a été fermée. Ces personnes n'ont pas de salaire, n'ont pas possibilité de travailler et n'ont pas de lieu où elles peuvent rester, peuvent séjourner. Donc, nous avons essayé de trouver le moyen de loger et de protéger ces travailleuses. Très souvent, d'ailleurs, ces travailleuses agricoles qui dépendent exclusivement de ce couloir de migration pour obtenir leur salaire doivent rester dans les zones qui ne sont pas du tout les zones où se trouve la récolte. Cela, c'est lié à la migration et avec les travailleurs agricoles spécifiquement. Nous savons ici que la situation du travailleur agricole est absolument précaire. Et dans bien des cas, c'est un statut complètement informel. Et il faut ici penser aux droits, non seulement aux droits du travail, mais à l'accès à l'eau ou aux services. Et nous sommes en train d'y travailler très fermement et très fortement sur le plan international et particulièrement avec les secteurs agricoles et en particulier avec les travailleurs migrants. Merci, Patricia. Les travailleurs agricoles, eux, sont à nouveau partie intégrante de ces travailleurs qui ont un salaire extrêmement bas et qui n'ont jamais été reconnus comme essentiels, alors que c'est à nous de reconnaître qu'il faut absolument avoir une nouvelle définition de ce travail tellement essentiel. Cela pour vous dire que les inégalités ont été exacerbées et augmentées par la pandémie du Covid. Et la réponse à la question qui se pose, c'est comment les syndicats peuvent être engagés. Comment s'occuper des enfants? Comment s'occuper des enfants et de des personnes à charge alors que les écoles sont fermées, alors que les crèches sont fermées, alors qu'il n'y a rien du tout qui fonctionne, alors qu'on ne peut rien faire d'autre? Est-ce que quelqu'un veut lever la main et répondre à cette question? Bon, moi, je vais vous parler du secteur des travailleuses domestiques, donc dans les foyers privés. Et je parle des différents concepts de travailleuses parce que c'est cela
qui marque la Convention 189 du BIT. Pour le sujet du travail dans les foyers, travail domestique, il y a quelque temps, nous avons été reconnus par Uniglobal Union comme un secteur de Uniglobal officiellement. On nous a invités pour que nous puissions nous exprimer à ce sujet. Mais nous avons aussi ce qui est considéré comme des soins, donc des soins accordés, des soins rémunérés, mais il y a aussi les soins non rémunérés. À la sortie de notre travail, nous devons continuer à travailler dans notre foyer à nous. Donc, c'est quelque chose qui nous frappe particulièrement, c'est particulièrement critique pour nous parce que le travail dans les maisons privées, dans les foyers privés, c'est un travail qui est très mal rémunéré et mal considéré aussi. Et c'est quelque chose qui amène une situation où on se demande comment les pères et les fils peuvent nous aider. Nous avons besoin d'une technologie appropriée. En effet, nos camarades femmes donc travaillent dans des lieux où il n'y a pas d'Internet souvent, et puisqu'elles sont très mal payées, et elles sont chez elles où il n'y a pas d'Internet. Leur situation est très peu considérée. Elles doivent donc faire doublement des efforts pour pouvoir communiquer, pour pouvoir se protéger, pour pouvoir se convertir en quelqu'un qui puisse aider ses enfants alors que les enfants ne vont pas à l'école. Il faut qu'elles aient une formation pour ça. Et ces travailleuses, dans bien des pays, sont en toute première ligne, tout comme nos camarades du secteur de santé, tout comme nos camarades qui s'occupent d'aider les enfants. Les travailleuses et travailleurs de ce secteur continuent à lutter pour leurs droits, à lutter pour qu'ils et elles puissent obtenir un salaire suffisant pour survivre. Malheureusement, la situation est très différente d'un endroit à l'autre, mais je crois qu'il y a beaucoup de pays qui mettent à l'ordre du jour les travailleuses domestiques parce qu'on veut les mettre au premier plan, elles aussi. Merci beaucoup pour ce commentaire. Je donne maintenant la parole à Christina d'Industrial. Christina va réagir aux commentaires qui ont été vus et entendus alors que Pilar prenait la parole. Nous avons les chaînes d'approvisionnement qui sont fermées un peu partout dans le monde et nous avons beaucoup de femmes qui ont perdu leur emploi, qui n'étaient déjà pas les meilleurs emplois, mais maintenant elles se trouvent sans revenus et sans moyens de vivre. Est-ce que, Christina, tu pourrais nous en dire davantage? Oui, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de me permettre de faire cette intervention. Je voulais vraiment souligner le commentaire de ma camarade Pilar et j'ai ajouté que c'est très important parce que l'approche sectorielle est une composante totale de ce que nous souhaitons faire à Industrial. Et pour ce qui est de la chaîne d'approvisionnement sur le plan du secteur du textile et du vêtement, ce que nous voulons, c'est avancer dans le cadre des accords sectoriels, qui sont vraiment des accords clés dans tout ce domaine. Et c'est quelque chose qui frappe particulièrement en cette période de pandémie. Nous avons été en mesure
sûr lorsqu'il y avait des conventions de protéger les travailleurs et travailleuses, mais quand il n'y avait pas quand il y avait uniquement des accords avec les entreprises, c'était beaucoup plus difficile. Ce que je voulais aussi dire dans ce secteur, c'est que 80% des femmes dans le monde ont un travail où l'équipement de protection est très important, c'est-à-dire qu'elles fabriquent ces équipements carrément, donc elles ont pu améliorer leur profil. Et nous avons demandé que les gouvernements et les syndicats se réunissent pour soutenir les travailleurs dans cette période absolument sans précédent. Ce qui est effectivement considéré ici, c'est la capacité de l'industrie à réagir. Comment pouvons-nous assurer que dans cette pandémie, nous soyons toujours là? Comme l'a dit Pilar, c'est très important. Le rôle des marques et des détaillants est très important parce que ce sont des multinationales et ce sont des travailleurs qui travaillent dans les entreprises, donc ceux qui s'occupent des comités d'entreprise, et c'est très important. Les représentants syndicaux doivent trouver le moyen de vraiment protéger sur le plan social les travailleurs et travailleuses dans les pays de production, dans la chaîne d'approvisionnement des détaillants des grandes marques mondiales. Mais ce qui est très important aussi, et je vais être très brève, c'est qu'il faut travailler avec l'OIT et le CSI pour être sûr de prendre des mesures mondiales afin de nous défendre, parce que l'industrie, les employeurs, les marques doivent trouver le moyen de protéger les travailleurs et de développer un système pour la protection sociale. Et ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'il y a la nécessité d'identifier les activistes, les militants, pour assurer que les relations industrielles soient vraiment mieux représentées. Mais c'est là une perspective que je voulais ajouter à mon intervention, puisque nous avons ici quelque chose de très important qui est l'obligation de traiter les conséquences de la pandémie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Christina, c'est vraiment très important de se rappeler que certains gouvernements continuent encore à ne pas parler aux syndicats. Pour le moment, ça va, plus ou moins, mais rien ne dit que les gouvernements vont vouloir continuer le dialogue après. C'est ça que je voudrais souligner. Et nous devons donc absolument garder le pied dans la porte, continuer à pousser les choses et à être sûrs que nous allons bientôt trouver la solution. Je vous donne la parole à le prochain orateur. Merci beaucoup, Chili. Je suis une chercheuse et j'ai fait beaucoup de recherches sur les femmes qui travaillent dans des emplois dominés par les hommes, le transport et la construction, par exemple, et aussi les pompiers au Royaume-Uni. Et je trouve que ce sont des travailleuses qui doivent devenir visibles pour le public. Et il faut traduire ceci en action pour que, même si les femmes sont numériquement peu nombreuses, comme par exemple chauffeurs d'autobus, elles doivent jouir de la considération et de la visibilité qu'elles méritent.
C'est un changement que j'aimerais voir s'opérer et je dirais que nous devons beaucoup travailler pour qu'à long terme, les transformations puissent se faire. Et j'ai vu dans le secteur des transports que des vitres sont posées pour protéger les chauffeurs de bus. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas les mêmes vitres pour protéger les chauffeurs et les femmes chauffeurs de la violence, par exemple? On pourrait continuer, on pourrait garder ces vitres, ces parois en plexiglas aussi pour après. Ce serait très utile pour les femmes qui sont chauffeurs. D'autre part, en Europe et aux États-Unis, on parle du fait que sur les sites de construction, il y a eu des changements. Les femmes, par exemple, ont maintenant des toilettes séparées et des zones pour faire pour se laver et se changer séparées aussi, des vestiaires séparés. Très intéressant, en tout cas. C'est quand même quelque chose qu'on a obtenu. Et puis, la flexibilité du travail. Là aussi, il y a celles qui travaillent chez elles et celles qui veulent revenir maintenant au travail. Et on nous a demandé de pouvoir continuer dans le secteur des transports et on nous a demandé de pouvoir on nous a demandé de travailler en vue de changer le statut de ces femmes. Et en fait, il faut bien essayer d'être plus flexible sur le plan du travail. Merci beaucoup. Merci, Tessa. Voilà des choses très intéressantes que nous venons d'entendre et nos interprètes nous ont dit qu'elles nous donnaient encore quelques minutes pour terminer et j'ai encore Patricia avec l'audio et ce serait magnifique de vous entendre. Et Patricia, on va essayer une fois de plus de vous entendre. Je vous donne la parole. Est-ce que vous m'entendez? Allez-y, Patricia, on vous entend. Formidable. Salutations solidaires à tous. Je suis désolée, j'ai eu des problèmes pour me connecter. Mais il est important de faire entendre ma voix au nom d'UNI. Je voulais simplement dire qu'en ce qui concerne les subventions à l'enfance, notre législation du travail n'a pas été suspendue, donc les choses se maintiennent. Donc, en termes de dispositions, les règles s'appliquent. Si votre enfant est malade, eh bien, vous avez la possibilité d'un congé maladie pour vous occuper de votre enfant. Mais nous insistons auprès des employeurs pour avoir des dispositions spécifiques pour les personnes âgées. Par exemple, si vous vous occupez de vos parents, surtout lorsqu'il s'agit des mères célibataires. Il faut également pouvoir prolonger ces congés lorsque vous devez vous occuper de personnes âgées ou de jeunes enfants. Donc là, nous sommes conscients qu'il ne s'agit pas de la situation normale. Nous sommes face à une situation sans précédent, ce qui signifie que les employeurs doivent également, de leur côté, prendre des dispositions sans précédent avec l'aide des syndicats. Et nous, femmes syndicalistes, nous devons absolument veiller à ce que ces questions figurent sur la liste des thèmes de la négociation collective. C'est-à-dire que les mesures de sécurité face à la COVID-19 doivent figurer sur la liste, tout comme ces questions-là. Merci. Merci beaucoup, Patricia. Nous sommes ravis que vous ayez pu enfin vous joindre à nous. Merci de ces dernières observations. Et ce que vous avez dit est tout à fait juste.
On ne peut pas attendre pour lutter contre ces thèmes d'égalité. C'est maintenant qu'il faut le faire. Sinon, tout va revenir enfin, comme c'était avant et puis on va reprendre la route comme auparavant. Or, maintenant, il faut changer la trajectoire. C'est ça qui est important et il faut que lors du prochain webinaire, nous puissions faire part des progrès qui ont été accomplis. Bien, je vais terminer cette séance en adressant mes profonds remerciements à tous les panélistes. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé vos connaissances, votre savoir, de nous vous avoir fait part du travail que vous menez, un travail absolument remarquable, précieux que vous menez ici et là pour l'égalité des genres partout, pour tous ceux qui sont vulnérables, discriminés, mis en marge de la société. Il est absolument essentiel, effectivement, que nous luttions pour mettre en place le monde que nous voulons. Je crois que le prochain webinaire aura lieu dans 2 semaines, un mardi également. Il s'agira de mettre un terme à la discrimination fondée sur le genre dans ce contexte de pandémie. Je termine en remerciant mes formidables camarades de Uni Global Union et de la Fédération. Et c'est là que je ne vais pas me risquer à dire tous les noms pour ne... Mais bon, les deux Véronica Uni et puis PSA, Madeleine, Rebecca, Éducation, Pamela, à la journaliste Adriana, Elisabeth pour les travailleurs domestiques, Armel pour Industrial, Julie pour l'IEF, Jody et Neha pour les transports. Merci, merci à vous toutes. J'espère n'avoir oublié personne. Merci également à tous ceux qui sont derrière les écrans et qui ont rendu ce séminaire possible du côté de la technique. C'est vraiment grâce à vous que nous avons pu nous réunir. Et puis enfin, et ce n'est pas des moindres, nous souhaitons remercier nos interprètes qui nous permettent de communiquer dans plusieurs langues. Donc, merci beaucoup. J'espère que nous n'avons pas rendu votre travail trop difficile en parlant trop vite. Les interprètes remercient la présidente. Merci et je vous dis à dans 2 semaines. Merci beaucoup. Au revoir.